Salut tout le monde et bienvenue dans le TSLH Podcast. Dans cet épisode, nous vous offrons la deuxième partie de notre couverture spéciale sur les meilleurs espoirs en dehors de la première ronde pour le repêchage de la Ligue nationale. Dans le dernier épisode, nous avons parlé de Xavier Simoneau, de William Villeneuve, de Jacob Dion, ainsi que de William Dufour. Dans cet épisode, nous vous proposons 9 autres profils d'espoir en provenance du circuit Courteau. Est-ce que ces joueurs sortiront plus près de la deuxième ronde ou de la septième ronde? C'est à voir avec nos chroniqueurs. On va poursuivre avec M. Egor Sokolov, un joueur que je crois que Pascal aimerait bien voir dans le pipeline du Canadien de Montréal. Est-ce que je me trompe? D'après moi, il y a plusieurs partisans qui seraient vraiment contents de le voir dans le pipeline du Canadien, dont Max, d'après moi. D'après moi, tu serais vraiment content. Ouais. Écoute, dans la JMQ en ce moment, ce gars-là, c'est un homme parmi les enfants. Tu sais, il mesure 6 pieds 4, il pèse 240 livres. 240 livres. Puis j'ai lu, je me rappelle pas c'est qui a dit ça sur Twitter, qu'il y a peut-être de la misère. Souvent, il était plus haut que 240 livres cette année. Il y a peut-être un peu de misère avec l'aspect nutritionnel du jeu, mais tu sais, il mesure 10 pieds 4, pèse 240 livres, puis il a produit en fou. Fait que, tu sais, là, ça s'apprend, c'est pas grave. À mes yeux, je pense que c'est sa troisième année d'éligibilité au niveau du repêchage. À mes yeux, c'est le deuxième meilleur overager cette année. Et que je le vois pas en deuxième ronde, mais à partir de la troisième ronde, c'est un très bon choix. C'est un gars efficace. Dans le fond, très efficace en offensive. En défensive, oubliez ça. Mais en offensive, en situation arrêtée, dans le fond, en situation rapprochée, et qu'il faut pas qu'il contourne tout le monde, parce qu'il sera jamais capable de faire ça. Il a des bonnes mains. Il a une très bonne protection de rondelle. Il est très fort. Il est dur à stopper. Tu sais, Jacob Dion ne sera jamais capable de contrer ce gars-là physiquement. Il va faire il va le tasser, ça va être fini là. Fait que, tu sais, c'est pas le gars qui a le niveau d'effort le plus constant. Tu sais, il y a plusieurs lacunes à ce joueur-là, mais le potentiel physique est très alléchant. C'est un peu un choix de mots bizarre, mais bon, c'est pas grave. Donc, tu sais, dès le départ, au niveau des matchs que j'ai regardé de lui, on le sait dans les 5-6 premières minutes, quelle version de lui qu'on va avoir. Si c'est ça va être une bonne game ou pas une bonne game. Tu le vois direct. Puis quand c'est une bonne game, watch out. Parce qu'il peut tout faire dans la JMQ. Puis comme je dis en défensive, c'est pas un cône, mais c'est un gros cône, mettons. Sokolov, c'est un gars, comme tu l'as dit, que je voudrais voir à Montréal. Je reviens sur mon cliché préféré, l'instinct de marqueur qui ne s'apprend pas. Encore une fois, Sokolov, il est capable de marquer des buts. T'as bien dressé un portrait de lui, vraiment. Là. J'ai pas grand-chose à ajouter, à part vraiment, il marque des buts. Puis, le Canadien... J'avais justement écrit un texte, c'est drôle parce que pendant qu'on parle des gars, je retourne voir mes textes, puis le 14 avril, le CH doit-il prendre une chance avec ce russe de la LHMQ, j'avais dressé un portrait de lui. Puis c'est ça, oui, il y a bien des défauts. Il y a des gros défauts, il y a des grosses lacunes qui vont devoir être réglées, mais quand tu repêches un gars, tu repêches le potentiel, et ce gars-là a un potentiel brut. Oui, c'est un homme parmi les enfants, dans la LHMQ, il en est pas à sa première année d'éligibilité, il est vieux. T'sais, lui, il pourrait jouer à Laval dès la saison prochaine. Ce gars-là ne revient pas dans la LHMQ. Là. Il est ailleurs dans sa vie. Là. Donc, est-ce que là, encore une fois, c'est de voir est-ce qu'il est capable de transposer son talent pour marquer des buts au niveau de la Ligue américaine, ensuite au niveau de la Ligue nationale. C'est un guess à prendre. Je le prendrai à partir de la troisième ronde. Mais c'est l'instinct de marqueur. Si tu n'essaies pas de prendre ce genre de gars-là, ben tu n'en auras pas dans ton équipe. Il faut que tu prennes une chance. Est-ce que tu vas en rater des chances? Oui, c'est sûr. Comme avec n'importe quel type de joueur. Mais il faut que tu les prennes. Sinon, tu ne seras pas capable de marquer des buts puis tu vas te faire éliminer en perdant 1-0 tes games. Comme vous avez dit, là, vous avez bien résumé, là, c'est un colosse que moi, j'avais pas de misère à avoir en troisième ronde, dès le début de la troisième ronde. Je sais que il y a beaucoup de joueurs cette année qu'on questionnait dans la LHGMQ sur quel joueur ils trouvaient difficile à jouer, puis on n'entendait pas souvent son nom, mais tous les joueurs des Maritimes, tous les défenseurs, ils nommaient son nom. Je sais que Poirier et Villeneuve, dans une entrevue, il
il avait dit vraiment Sokolov, c'est le plus tough. C'est un joueur qui est extrêmement difficile à affronter. Puis moi, je l'avais vraiment adoré là, au World Juniors. Là. Il est un joueur tellement dominant puis qui aime ça jouer dans les gros matchs. C'est sûr que, comme vous l'avez dit, il est un peu limité par sa vitesse. C'est un gros bonhomme. Puis, mais sa position offensive cette année, c'est ridicule. Là. 46 buts, 46 passes. C'est un joueur vraiment que j'aimerais voir dans le giron des Canadiens. Puis je crois que j'ai lu qu'il revenait pas avec les Eagles cette année. Donc on va peut-être le voir justement en Amérique du Nord ou peut-être en Russie, là, mais vraiment c'est un joueur que j'ai vraiment adoré découvrir cette année. Il peut faire peur un peu à certains partisans du Canadien. Je veux pas, le Canadien a une historique avec les gros joueurs qui ça leur tente pas à tous les soirs. Ouais. Est-ce qu'ils ont une misère des fois à les développer? Mais je sais pas, avec Joël Bouchard, j'ai comme l'impression que ce gars-là, les coupés dans le cul, il les recevrait. Fait que ça me stresse pas. Puis s'il réussit pas avec Joël Bouchard, il réussira probablement avec personne. En tout cas, bref, c'est ce que je pense, là. Mais il faut prendre la chance. On va poursuivre, messieurs, avec, si vous le voulez bien, on va poursuivre avec Ryan Francis, un joueur JS que tu me disais que tu connaissais quand même assez bien. On va te laisser débuter avec ce jeune joueur des Screaming Eagles de Cap-Breton. Ouais, ben Ryan Francis, je l'ai regardé. C'est un joueur un peu intriguant, là. Je trouvais ça intéressant parce que je me rappelle au début de l'année, je le voyais sur les listes, puis j'étais comme, voyons, c'est qui ça, Ryan Francis? J'avais pas entendu beaucoup parler de lui avant. Puis là, j'ai regardé un peu, j'ai regardé quelques parties et tout. Je le vois évoluer cette année. Puis je crois que c'est un joueur quand même on va pas se mentir, là, il a quand même beaucoup bénéficié d'être le coéquipier de Sokolov. Euh, c'est un joueur aussi qui est late, donc c'est sa troisième saison dans le fond dans la LHJMQ. Je crois que ça peut être peut-être un pari intéressant en 3-4e ronde, mais je crois pas malheureusement que son potentiel est hyper élevé. Là. C'est un joueur qui est pas très grand, mais que quand même, je trouve quand même que c'est un joueur qui sort souvent un peu des jeux spectaculaires, qui a quelques bonnes séquences dans un match. Mais je crois vraiment que pour vraiment atteindre la LNH, il faudrait qu'il devienne vraiment plus gros puis qu'il améliore son patin. Mais c'est un joueur quand même qui a une belle créativité, un bon sens du hockey, puis qui est capable de jouer dans les espaces restreints. Là. Donc, c'est un joueur que j'ai aimé voir au niveau de la GMQ, mais dont la carrière dans la LNH, je sais pas vraiment pour ça. Là. C'est le genre de gars qui est moulé pour le junior, qui va vraiment produire dans le junior. Il l'a montré cette année. Il a eu sa chance d'avoir plus de temps de glace, d'être un gars utilisé davantage offensivement avec Sokolov. Et il a pris sa chance. Puis c'est dur de jouer avec un gars comme Sokolov, dans le sens que oui, c'est un gars qui va marquer des buts, mais faut que tu le trouves parce que c'est pas le gars qui va créer les jeux vraiment nécessairement lui-même. C'est le gars qui va souvent, tu sais, oui, il en fait des highlight goals, là, puis il crée des jeux, mais c'est le gars souvent qui va attendre le disque aussi. Et Francis a été très, très bon pour le trouver. C'est un gars qui a une très bonne vision du jeu. C'est un gars qui est très, très fiable défensivement. Je le prends dans mon équipe demain matin à Val-d'Or, ce gars-là. C'est le genre de gars que tu repêches en ne disant pas qu'il va avoir un rôle de top 6 dans ton équipe plus tard dans LNH. Là. Par contre, malgré son petit gabarit, je pense que c'est un gars qui peut faire mal dans le futur à des équipes qui ont passé par-dessus. Parce que je pense que ça peut être un gars fatigant sur une 3, une 4e ligne, avec son potentiel offensif qui est quand même limité. Mais c'est un gars qui est fiable, c'est un gars qui, son coup de patin est correct, mais très, très, très mobile, travaillant. Donc, je le vois bien éventuellement sur un bottom 6, puis pour ça, je serais prêt à le repêcher là, dès la 4e ronde. Même que je dis que je serais prêt à le repêcher en 4e ronde. En 4e ronde, je le repêche. Est-ce que, encore une fois, quand tu repêches un gars en 4e ronde, tu peux pas être certain qu'il va faire la Ligue nationale. Tu peux pas. Sinon, ça serait facile de repêcher. Mais je pense qu'il y a tous les outils dans son coffre pour être bon. Je pense qu'il y a aussi, il est prêt à faire ce qu'il faut pour être bon. Tu sais, je connais pas le gars personnellement, mais de ce qu'on voit de lui sur la glace, ça a l'air d'un gars travaillant. C'est un gars qui se soucie des petits détails. Donc, pour ça, pour vrai, si je suis une équipe, c'est pas long que je saute dessus.
Moi, c'est pas le joueur que j'ai vu le plus jouer. J'ai surtout vu quand je scoutais Sokolov. Euh, Ce que j'aurais à rajouter, c'est que c'est un des clichés du hockey, là, il est bon dans tout, mais il se démarque dans rien. Euh, c'est vrai que c'est un très bon patineur puis qui est bon dans sa zone, sérieusement. Il sauvait souvent Sokolov qui était pas super bon près de son gardien. Euh, mais au niveau offensif, oui, il a bénéficié de Sokolov, mais il est capable de faire des jeux de seul et tout, mais je trouvais souvent qu'il se déjouait lui-même. Euh, des fois, il va trop essayer de faire des jeux incroyables ou bien des fins et tout, puis il va finir par perdre la rondelle. Mais ça, c'est c'est un jeune joueur. Oui, c'est pas un des jeunes de cette année. Dans le fond, il est né en décembre, mais je suis pas mal sûr que l'année prochaine, ça sera pas réglé, mais je parle, ça va être pas mal moins constant, ce genre d'erreur-là. Ben, est-ce que je prendrais une chance avec lui? 5 et 9, 168 livres. Euh, pour le Canadien, je pense pas que je prendrais la chance de le prendre. À partir de la 6e ronde, puis la 5e ronde, c'est tellement des choix, tu veux prendre la chance, mais est-ce que avec le Canadien, ce gars-là vaudra la peine? Est-ce qu'il y aurait une chance éventuellement? J'en doute. Mais c'est pas un mauvais joueur. Et puis moi, j'aimerais ça peut-être vous lancer une question, là. Est-ce que ça serait un joueur qu'on pourrait comparer à Connor Garland et qu'on a vu avec les Wildcats il y a quelques années? Garland, c'est un talent trop exceptionnel. J'oserais jamais comparer quelqu'un à Garland. Puis, honnêtement, même là, on parle d'un joueur fiable défensivement. Déjà là, Garland, on oublie ça, on s'entend, là. Non, j'aime pas la comparaison ici, JS. C'est bon, noté. Faut dire que l'Archie Connor Garland, on a parlé beaucoup dans ses prédictions quand que les Coyotes étaient en vie. Mais Connor Garland, c'est un petit préféré de l'Archie, je pense. Mais la comparaison, je peux la comprendre dans le sens où c'est un gars qui va glisser, c'est un gars très talentueux, petit gabarit. Mais tu sais, si on compare ça, il y en a la tonne des gars comme ça, mais je peux comprendre la comparaison dans le sens que oui, c'est un gars, je pense, qui pourrait un jour avoir un impact offensivement avec son sens du jeu et ses skills. Je comprends la comparaison, là, mais compare plus quelqu'un à Garland. Pas en ma C'est bon. Mais c'est bon, écoute, mais il faut juste mentionner que Max, c'est pas un fan des comparatifs. Déjà en partant. Ouais. Non, mais aujourd'hui, je n'ai amené, par exemple. Je sais pas ce qui me prend, là. Ah, écoute, c'est correct. C'est toujours intéressant d'amener une comparaison avec un joueur. On va poursuivre, messieurs, avec un joueur qui a été impliqué dans une transaction avec les Remparts de Québec. C'est un retour de transaction qui est venu compléter l'échange en voyant Félix Bibeau à Chicoutimi. On parle de Théo Rochette. Théo Rochette, qui est un joueur que j'ai vu une fois l'année passée, donc ce qui n'est pas suffisant pour dresser un portrait complet, on s'entend, mais je suis un gars de Québec, là, donc j'ai vraiment hâte de le voir à l'œuvre avec les Remparts, surtout avec James Malatesta. Mais ouais, il y a pas des grands fans ici de Malatesta à cause de tout l'historique de la signature et de l'amener à Québec. On la connaît un peu. Mais Théo Rochette, je dirais que c'est un joueur qui avait sa place dans le développement de Chicoutimi, mais un peu à l'image de William Dufour. Chicoutimi voulait tellement gagner l'année passée que ça a été un joueur qui a malheureusement été sacrifié pour aller chercher un vétéran comme Félix Bibeau. Ça enlève absolument rien à son potentiel, je crois, Théo Rochette, mais je vais vous laisser la parole. On va débuter avec Max parce que côté potentiel, je pense que vous allez être pas mal plus placé que moi pour dresser un beau profil de M. Rochette. Max, vas-y donc. Je pense que tu as utilisé le terme tantôt, les termes en fait, bon dans tout, mais tu sais, élite dans rien. Mais Rochette, c'est un peu comme ça que je le vois personnellement. Je sais pas si les autres gars vont être d'accord avec moi, mais c'est un gars que je vois bien avoir un rôle de bottom six éventuellement dans la LNH, être un bon gars de profondeur, un gars justement qui est bon dans tout, mais qui est excellent dans rien, qui est capable d'amasser des points, qui fait un bon travail défensivement. C'est un gars qui a une bonne vision du jeu, un gars qui a des bons skills. Mais tu sais, c'est élite dans rien. Mais il va être très bon dans la LHJMQ avec les Remparts, ça j'en suis certain.
Mais est-ce que je prendrais une chance assez tôt avec lui dans le repêchage? Pas vraiment. Mais tu sais, en quatrième ronde, cinquième ronde, je le prends parce que en quatrième ou cinquième ronde, dans le fond, tu es content si tu draftes un gars qui a un impact un jour dans LNH, peu importe c'est quoi l'impact. Donc, si je dis que ça va donner un bon gars de troisième ligne, ben certain que je le prends en quatrième ronde. Est-ce que ça va être trop quatrième ligne? Je m'en fous, là. Mais c'est juste pour donner l'exemple de, en quatrième ronde, quand tu vois un gars comme ça, que tu te dis, crime, il pourrait avoir un impact dans son développement, ça va prendre combien de temps, je ne sais pas. Mais mettons, on dit dans 5 ans, il me semble que je le vois sur une troisième ligne. Ben, si tu es recruteur puis tu le vois sur une troisième ligne, attends même pas le quatrième ronde. Là. Attends même pas la quatrième ronde pour le prendre. Si tu es certain qu'il va être sur une troisième ligne, tu le prends fin deuxième tour, début troisième tour, parce que des gars que tu es certain qu'ils vont jouer dans la Ligue nationale, ben, il faut que tu les prennes tôt. Donc, ouais, Rochette, c'est un gars que j'hésite pas à prendre à partir de la quatrième ronde. Là. Pour moi, Rochette, encore un joueur de Chicoutimi. Encore un joueur qui a sorti de sa coquille en dehors de Chicoutimi. À Québec, il a été utilisé contre les meilleurs éléments à l'offensive des autres équipes. Patrick Roy, il faisait confiance, puis sa production a augmenté comparativement à Chicoutimi. Puis, tu sais, moi, cette année, ce que je pense, c'est que ses blessures, il n'y a pas eu énormément de blessures, il n'y a pas eu de grosses blessures qui a fait manquer beaucoup de matchs, mais ça a brisé son rythme. Il a fait une mononucléose, puis ça a vraiment affecté son début de saison. L'année passée, sérieusement, on le voyait souvent dans les listes en première ronde, puis en début de deuxième ronde. Puis cette année, avec la production qui n'a pas été à la hauteur de tous les joueurs de Chicoutimi en début de saison, il a tellement braissé dans les listes du monde. Puis c'est normal, il mesure 5 et 10, il paye 159 livres. Il n'y a pas une grosse production, donc c'est sûr qu'il pèse dans toutes les listes. Mais pour moi, ça reste une option très intéressante pour la cinquième ronde. Quatrième ronde et plus, là. Sérieusement, c'est un gars qui est offensif, il a une bonne vision, il peut jouer contre n'importe qui. Niveau de responsabilité sur la glace, pour moi, c'est son talent élite. Tu disais qu'il n'était pas élite, mais il était bon dans tout, mais pas élite. Mais moi, au niveau de responsabilité défensive, c'est un joueur élite dans IHGMQ. Je peux le concéder. Ouais, parfait. Pour ses qualités, sa principale qualité, c'est sa mobilité. Si on parle plus physique, là. Et j'adore le comparer, vous sentir une comparaison, à Tomáš Plekanec. Et j'arrête ça là. OK. Ouais, mais il n'y a pas de col roulé. Ouais, on fait quoi avec ça? Ouais, les gars, vous avez fait un super bon résumé de Rochette. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup là, en tant que partisan des Remparts. Comme Pascal l'a dit tantôt, c'est un joueur vraiment qui est élite, je dirais, par sa responsabilité, je dirais, dans les 3 zones. C'est un gars qui joue dans les 2 sens de la glace, qui a vraiment une intelligence qu'on voit rarement. Puis aussi, je trouve qu'il y a vraiment des bons talents de playmaker. C'est un joueur qui va avoir un peu de difficulté à produire à 5 contre 5, mais dès que tu lui donnes un peu de temps et d'espace, ça devient vraiment un joueur qui est dangereux sur le power play. Puis, comme on l'a mentionné tantôt, là, je crois que c'est un joueur qui va avoir une bonne saison cette année, puis que j'hésiterais pas à prendre peut-être environ en quatrième ronde, peut-être. C'est un joueur que je vois avoir une bonne fin de carrière junior. On l'a vu l'an passé développer une chimie avec Malatesta et Dubé. Donc, je crois que je sais pas exactement où s'arrête son potentiel. C'est difficile à dire. Mais c'est un joueur que dans n'importe quelle équipe de la GMQ, je le prendrais. Là. C'est un joueur tellement efficace que c'est ça. Ça fait pas mal de tour. Super, on va poursuivre avec un joueur qui est peut-être un peu méconnu. C'est un joueur qui a profité de la Ligue junior majeure du Québec pour peut-être acquérir de la visibilité pour le prochain repêchage parce que, de ce que je peux en comprendre, le gars reviendra pas à Rimouski l'année prochaine. On parlait d'Adam Raska. Je vais te laisser débuter avec ce joueur-là, Max, si tu le veux bien. D'abord, tantôt Beau Soleil, en entrevue avec La Lancette, a dit qu'il prévoyait que Adam Uraska allait revenir. C'est pas ça qu'on entendait vraiment dans les derniers jours, mais Okay. c'est sorti tantôt, mais c'est ça, selon ce qui se disait dans les journaux locaux du côté de
la République tchèque où il va jouer. C'est pas ça le plan, mais bon, est-ce que je lance l'information puis on verra bien ce qui va arriver dans son cas. Est-ce que je vais être très, très, très honnête, là, c'est pas un gars que j'ai beaucoup vu jouer. C'est un gars qui, de ce que j'ai lu, en fait, c'est un gars qui est capable de marquer des buts, premièrement. Ça, vous savez, j'aime ça. Un gars qui marque des buts. Mais je vois pas vraiment... je le connais pas beaucoup. Mais il est bon pour marquer des buts, il a des bons skills. Mais je veux dire, j'en ai pas vraiment entendu parler, puis j'ai pas pris le temps de le scotter plus qu'il faut. C'est pas un gars sur qui je trippe en regardant. Fait que peut-être, je sais pas si Pascal ou JS le connaissent plus que moi, mais je leur passerai tout de suite la POC pour ça. Moi non plus, Braska, c'est pas un joueur que j'ai beaucoup regardé. Pas parce que c'est pas un joueur qui est intéressant, tout simplement parce que c'est un joueur qui a peut-être un peu plus passé sous le radar là, dans une équipe qui était très bonne à Rimouski. Pour moi, c'est un joueur vraiment que tout le monde devrait avoir dans son équipe. C'est un joueur qui se donne à chaque soir, compétitionne comme peu de joueurs et puis qui a toujours une très bonne intensité. Mais je dirais que c'est un joueur avec un potentiel, comme on le voit aujourd'hui dans l'arénage d'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs que juste avec tellement de drive sont capables de se frayer un chemin vers la NHL. Ben moi, c'est un joueur comme ça, vraiment, Raska. C'est un joueur que il a peut-être pas nécessairement le potentiel offensif pour se rendre dans la LNH, mais c'est un joueur qui travaille tellement fort que je serais pas surpris de le voir au prochain niveau dans les prochaines années. Je suis d'accord avec toi au niveau de la possibilité qu'on le voit dans la Ligue nationale de hockey. T'sais, il est 5 et 10, 179 livres, c'est pas le plus gros, mais au niveau de l'intensité, son implication dans le jeu, c'est un gars qui est tannant sur la glace. Sur la troisième ligne d'une équipe de la Ligue nationale de hockey, je pense qu'on pourrait le voir là. C'est pas un gars qui va t'amener beaucoup d'offensives, sauf peut-être des buts une fois de temps en temps. Mais malgré son gabarit, il est très fort. Au niveau de son patin, il est correct. Son patin, c'est pas le meilleur. Mais une fois qu'il va être plus explosif, son échec avant puis son jeu de proche des bandes va être vraiment intéressant pour une équipe de la nationale de hockey. Il va tellement amener du chaos, un peu comme Simoneau, comme je disais, que je pense que les équipes vont pas vraiment l'aimer, les équipes adverses. On parlait tantôt de Jacob Dion. On parlait aussi que les Voltigeurs de Drummondville avaient beaucoup de joueurs qu'on abordait aujourd'hui. Je vais revenir avec toi, Pascal. Tu disais tantôt que en observant Jacob Dion, tu as pu aussi observer Timo Nickel. Ce serait quoi ton évaluation par rapport à ce défenseur-là? Nickel, bon, en fait, c'est lui que je regardais puis que je tombais sur Dion, que je connaissais pas beaucoup. Je pense qu'il est terriblement sous-estimé sur la toile, Timo Nickel. C'est un gars qui a été utilisé je pense que c'est sa première saison dans l'IHJMQ, c'est sa première saison. Je m'en souviens plus, je pense que oui. Bref, qui a été utilisé à toutes les sauces par ses entraîneurs. Il s'est très bien sorti du jeu. C'est un gars intelligent, une très bonne vision. C'est un gars qui peut transporter en rondelle. Tu sais, comme tantôt je disais que Jacob Dion va créer des revirements, puis il faut relancer l'attaque avec une première passe. Mais Timo Nickel, lui, il va transporter la rondelle. Il est meilleur que Dion pour ces situations-là. Ensuite, ses décisions avec la rondelle, c'est pas toujours top, mais un peu comme Petrie, dans le fond, c'est pas toujours top. Des fois, il va faire envoyer la rondelle, il y a personne là, il va s'en faire voler par un autre joueur, puis ça va faire un but. Mais bon, tous les défenseurs qui aiment contrôler la rondelle sont sujets à ça. Beaucoup de ses passes en offensive vont provenir du brio de ses coéquipiers avec les Voltigeurs. Dans le fond, c'est un gars qui va lancer. En offensive, c'est pas un Jacob Dion, c'est pas un corps arrière, c'est un gars qui va lancer, qui a un très, très bon lancer. Et la plupart de ses passes vont provenir d'un retour, d'une déviation et tout. Sa mobilité, bon, c'est un très bon patineur, mais ses pivots doivent être améliorés, son explosion aussi. C'est un gars qui peut être physique, mais c'est pas un gars punitif. Dans le fond, il va pas frapper pour blesser. C'est plus un gars qui va mettre en échec, dans le fond, qui va neutraliser un joueur avec sa hanche
ou ses coups d'épaule. Il est un peu maigre, comme je disais, 6 pieds 3, 187 livres, donc il pourrait prendre un peu de poids, surtout dans son bas du corps. Mais si je regarde dans 2 ou 3 ans, encore une fois, un non-joueur de Drummondville, je pense qu'il y a un potentiel LNH. Je parlais tantôt de gars que quand tu as le feeling qu'il va jouer LNH, ben t'attends pas, tu le prends. Puis pour ça, Nickel, c'est un gars que j'hésiterais pas à prendre à partir du 3e tour quand même assez tôt parce que c'est un gars, je le regarde, puis c'est un gars qui est tellement mature dans son jeu. Pour un gars que c'était sa première année là, en Amérique du Nord, là, très, très, très mature dans son jeu. Un gars qui voit bien le jeu, qui lit bien le jeu, qui a des bonnes habiletés, un bon gabarit aussi. Ce gars-là, j'ai un bon feeling qu'il jouerait dans la Ligue nationale. Pour tout ce que tu as décrit de lui. T'as bien fait ça, Pascal, puis j'ai pas grand-chose à ajouter à part justement que je pense que c'est un gars qui va jouer dans la Ligue nationale éventuellement. Ouais, en plus, ben, c'est un droitier. C'est un défenseur droitier pour le Canadien. Ça représente un besoin organisationnel. Arrête de tout ramener aux Canadiens, toi là. Ben, il faut. Fait que dans son cas, tout est nickel. Bon, OK, je m'en vais. Non? On va y aller, moi, les boys, bonne nuit. Ouais. Le double de payer. C'est ça. Comme Pascal l'a dit, Nichols, c'est un joueur très intelligent, qui s'est bien adapté vraiment en Amérique du Nord. Moi, ce que j'ai bien aimé de lui, c'était vraiment qu'il n'hésite jamais à mettre des pucks au net. C'est un joueur qui tire beaucoup. C'est un joueur, par contre, que j'ai trouvé qui avait un petit peu de misère à contenir les attaquants rapides. Mais c'est un joueur vraiment que j'aurais pas de misère à voir dans la NH plus tard, puis que je verrais une équipe tenter sa chance avec lui dès la 3e ou peut-être au maximum la 4e ronde. On va basculer vers une toute autre position, si on veut, parce que c'est le seul gardien de but qu'on va analyser dans cet épisode. On va parler de Samuel Lavaille. Je vais te laisser, Max, débuter avec... je m'en veux un peu parce que j'aime bien observer les gardiens de but. Puis, j'ai pas pris le temps là, de le faire avant de faire l'épisode. Donc, tu vas probablement, les boys, vous allez probablement plus m'en apprendre sur ce gardien-là. Mais Max, si tu veux commencer par nous parler un peu de son potentiel. Écoute, quelle surprise cette année. Lui, il est arrivé, on le connaissait pas. On n'avait aucune idée c'était qui ce gars-là, là. Mais quel gardien incroyable. Pour la LHJMQ, là, oui, il y avait une très bonne équipe devant lui, on va se le dire d'entrée de jeu à Sherbrooke. Mais pour vrai, là, un mur, messieurs. Et il est très, très, très solide. Puis je vois pourquoi il y a des équipes qui veulent le repêcher là, aussitôt 3, 4e ronde. Je suis quand même pas tant surpris qu'il sorte en 2e ronde. Le Hick, c'est un gars de 19 ans déjà. Mais quand même, là, il a une bonne shape. Il est 6 pieds 3, 214 livres selon Elite Prospects. Il faut pas trop regarder les stats des gardiens. J'aime pas ça. Là, dans la GMQ, attardonne pas sur les statistiques, quoi qu'il y a des bonnes statistiques, là, 2,25 de moyenne de but alloué en 39 matchs, 915 de pourcentage d'efficacité, mais c'est vraiment, il faut le regarder pour comprendre à quel point il y a un bon potentiel. Puis je vous invite à le faire, là. Ouvrez-vous une petite fenêtre, là, ou si vous êtes sur votre ordi, là, ouvrez-vous une fenêtre si vous êtes sur votre ordi, ou checkez sur votre cell, là, mettez le podcast sur pause, puis allez voir les highlights de Samuel Lavaille, là. C'est un très bon gardien. Honnêtement, je serais vraiment surpris qu'il glisse plus loin que la 3e ronde, peut-être début 4e. Mais quand tu as un gardien comme ça disponible en 3-4e ronde, là, je peux te dire qu'il faut que tu sautes dessus parce que oui, il a été très bon à Sherbrooke à sa première année, quoi qu'il est un peu vieux, mais il a été très bon aussi en Slovaquie auparavant et l'adaptation en Amérique du Nord, c'est très, très bien faite pour lui. Ça, c'est toujours un bon signe. Là, quand un gardien, autant qu'un joueur est capable de s'adapter très facilement au jeu d'un autre continent, ben pour moi, c'est un très bon signe pour ce qui va s'en venir avec l'adaptation au niveau de la Ligue américaine, au niveau des fois de la SCHL pour les gardiens qui doivent passer par là, puis après ça, au niveau de la Ligue nationale. Pour moi, c'est quelque chose de très important à considérer que Yavaille s'est très bien adapté et une image vaut 1000 mots. Vous allez, en fait, il va y avoir des images qui vont défiler pendant que je parle de Yavaille. Absolument. Bon. Encore une fois, on va remercier Instat Hockey de nous fournir d'excellents footage des joueurs. Mais oui, pendant qu'on en parle,
les gens vont pouvoir apprécier, ceux qui écoutent la version vidéo vont pouvoir apprécier justement le potentiel de ce gardien-là. Bon, ben maintenant, même pas besoin de s'ouvrir une autre fenêtre pendant que je parle. Vous voyez les prouesses de Yavaï. Mais ouais, c'est ça, j'ai assez parlé. Tu sais, je pourrais vous parler de sa technique, mais je connais pas ça, les goalers. Là. Je suis pas un goaler. Il est bon. Il arrête l'époque. Puis il fait de belles façons à sa première année en Amérique du Nord. C'est tout. En fait, je dis ça, c'est même pas vrai. Il avait joué USHL l'année passée. Je suis désolé. Il avait joué 22 matchs USHL. Deuxième année en Amérique du Nord, première plus complète là, avec plus de 22 matchs. Mais voilà, je laisse la parole aux autres gars. Ça a été une très bonne décision pour lui de s'en venir dans la LHJMQ. Parce que, comme tu as dit, c'est un overager. Puis là, il est apparu de nulle part. Puis tout le monde le trouve bon. Puis son gabarit, en ce moment, la grosse, ce qui est populaire dans le fond, là, la grosse tendance, c'est les gros gardiens de but athlétiques. Puis ben, c'est exactement ça qui est. Il est athlétique, il est technique, il peut tenir son équipe dans le match au complet. Moi, personnellement, j'adore ce goaler-là. Je le connais pas beaucoup, je suis pas un spécialiste des gardiens de but, mais je l'ai vu assez pour dire que pour une équipe qui se cherche la relève au poste de gardien de but, il te faut Samuel Ayavage. Je suis parfaitement d'accord. Moi, c'est un gardien qui m'a vraiment surpris. Je crois pas. Je sais que peut-être que le Phoenix avait une équipe qui l'a favorisé, mais d'un autre côté, je crois pas que le Phoenix aurait été ce qu'ils ont été sans lui. C'est vraiment un gardien qui a été exceptionnel. Puis je crois honnêtement, là, à part Nico Das cette année, je crois pas vraiment qu'il y a de gardien meilleur que lui. Puis vraiment, là, cette année, il a tout raflé dans la GMQ. Là. Il a été dans la All-Rookie Team. Il était aussi dans l'équipe défensive. Il a été, dans le fond, la recrue défensive de l'année. Donc, vraiment un gardien qu'on va devoir surveiller dans les prochaines années. Puis je crois vraiment qu'après Alak puis Boudaï, là, c'est le prochain grand gardien de but de la Slovaquie. Ouh! Je pensais que tu allais dire du Canadien. Ah, j'aurais pu dire ça aussi. J'étais comme, il s'en va où avec ça, lui-là? Là? Mais tu as dit que tu as parlé des gardiens. Moi, je lance un nom comme ça, juste pour brag quand il va être bon. Drew Commesso va être un très bon gardien. C'est pas un Québécois, il n'est pas dans les LHJMQ. Oui, je vais juste lancer ça comme ça parce que je veux le ressortir plus tard. Je trouve ça intéressant qu'on amène le point JS du Phoenix de Sherbrooke parce que souvent on va avoir le réflexe, peut-être le mauvais réflexe, mais de dire qu'il y avait un bon club devant lui, donc c'est juste parce qu'il y a un bon club qui a bien performé. Mais c'est sûr qu'avec un gardien de but, c'est toujours difficile d'avancer un potentiel parce que, à mon humble avis, un gardien atteint son potentiel beaucoup plus tard qu'un joueur. Donc, dans les âges juniors, c'est dur de dire ce gardien-là va être un gardien partant dans la Ligue nationale ou un gardien partant dans la Ligue américaine. Mais c'est toujours plaisant de voir au moins comparativement aux autres gardiens du repêchage où on peut le placer. Puis de ce que je peux en comprendre, Laval, il risque d'être bien classé au niveau des gardiens du repêchage 2020. On peut poursuivre avec un joueur des Cataractes de Shawinigan. Pascal, je vais te laisser la parole pour ce joueur. Il se nomme Vassili Ponomarev. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu plus de ce joueur. Donc, comme vous savez, je suis un amoureux des prospects. Il y a tellement de choses à aimer de ce joueur-là. Premièrement, sa gestion de la rondelle, que ce soit avec ou sans le disque. Ponomarev, peu importe comment qu'on le dit, là. Vassili, on va l'appeler Vassili. Vassili est très efficace. Tu sais, c'est un cliché du hockey de dire que la rondelle lui colle à la peau, mais c'est pas mal le cas dans le cas de Vassili. C'est un gars de 6 pieds, 176 livres. On dirait que tous ses muscles sont dans ses jambes. C'est un gars qui est très difficile à tasser, qui est tannant de jouer contre lui. Il est difficile à contrer, à mettre en échec. J'ai lu sur lui que son père, c'est un entraîneur au niveau de la fitness et des skills. Donc, j'imagine que son éthique de travail puis son entraînement
est très basé là-dessus. Donc, son attitude est pro. C'est un gars qui joue avec une bonne pace, enfin un bon rythme élevé. Au niveau de la vitesse, il y a de place à amélioration comme n'importe gars de 18 ans, mais la base est là, sérieusement. Il y a des bonnes mains, il y a un bon tir. Tout est là. C'est un gars responsable. Sa reproduction a été vraiment en dessous de ce que je me pensais cette année. Donc, c'est pour ça que je le vois en deuxième ronde. Je pense pas qu'il va glisser en dehors de la deuxième ronde. Une équipe qui veut un joueur responsable, qui est tannant à jouer contre, peut prendre une chance contre lui, parce que sérieusement, il pourrait vraiment être un guest payant en deuxième ou troisième ronde. Je vais tout de suite compléter en disant que j'ai rien à dire pour compléter. Là, t'as bien fait ça encore une fois. Mais oui, c'est ça, sa production offensive cette année, ça a été décevant. Comment t'expliquerais ça, toi, en fait, Pascal? Peut-être pas la meilleure équipe, peut-être un petit manque de confiance en lui, sérieusement. Est-ce qu'il y a le phénomène Lekonen, c'est-à-dire le manque de la chance, pogne des poteaux? Je sais pas. Mais écoute, il faudrait vraiment que je regarde vraiment tous ces matchs pour te dire ça. Là. Ça c'est le genre de gars qui pourrait exploser là, offensivement cette année. Vraiment. De 49 à 90 points. Là. Je pense que les fans l'aiment beaucoup à Shawinigan aussi, puis c'est pas pour rien. L'année prochaine, il va exploser. Là. Oui, exactement. C'est un très bon résumé que tu as fait, Pascal. Moi, honnêtement, c'est un joueur que je trouve dynamique, qui apporte beaucoup d'énergie. Il est vraiment difficile à contenir pour les défenseurs adverses. C'est difficile de lui enlever la rondelle. Puis c'est un joueur il a tellement des bons skills, il a tellement des bonnes qualités de playmaker qu'il va souvent faire des jeux vraiment spectaculaires. Puis c'est un joueur que j'hésiterais pas à sélectionner dès le début de la deuxième ronde. C'est un joueur de grande qualité. Ce qui va être intéressant cette année, c'est de le voir aller avec Maverick Bourque, j'imagine. Oui. Parce que les deux risquent de sortir au repêchage 2020, donc leur progression se suit, mais à une certaine échelle. Ça va être plaisant de regarder ce petit duo-là. Si on poursuit du côté de GS, je sais que tu m'as mentionné qu'il y a un certain Brady Burns que tu connais assez bien. Pourrais-tu m'en parler plus de ce joueur des Sea Dogs de Saint John? Ouais, ben, je crois que Brady Burns, c'est un des grands oubliés un peu des classements. Là. Il est pas classé dans la majorité des classements qu'on peut voir sur Internet. Là. C'est un joueur quand même qui a réussi à faire 27 buts à 17 ans. C'est quelque chose qui est quand même très bon. Puis c'est sûr que c'est pas le joueur le plus gros, mais c'est un joueur qui joue gros, qui hésite pas à aller dans les toughs, je dirais dans les qui joue tough, puis qui hésite pas à s'imposer, puis que moi j'aime vraiment son intelligence. C'est un joueur qui trouve vraiment euh, ses coéquipiers. Mais je crois vraiment, peut-être ce qui le favorise pas, là, c'est que justement, on l'a entendu beaucoup, mais les scouts sont pas vraiment l'air à aimer l'équipe des Sea Dogs. On n'aime pas vraiment le système un peu désorganisé dans lequel ils jouent depuis en fait, juste avant le congédiement de l'entraîneur. Là, ça va un peu mieux, mais je crois que c'est quelque chose peut-être qui le désavantage. Puis aussi, comme j'ai dit, là, ça taille un peu. Là. C'est un gars qui est dangereux, c'est un gars qui a l'instinct de marqueur. Puis pour ça, moi, j'ai de la misère à comprendre aussi là, pourquoi il y a des gens qui le voient même pas au pire dans le repêchage. Là. Ce gars-là va être repêché, je peux pas croire que non. Là. C'est un instinct de marqueur comme ça. À cet âge-là, tu peux pas laisser passer ça. Je suis pas mal certain qu'il va être repêché. Est-ce que ça va être en 4e, 5e, 6e, 7e ronde? Je sais pas. Mais je pense que l'équipe qui va le repêcher justement en 5, 6e ronde pourrait frapper un bon coup. Là. Puis au pire, tu sais, rendu là en 6, 7e ronde, ça devient un bon marqueur de Ligue américaine. Ben juste là, t'es content. Parce que ça en prend des bons scoreurs de Ligue américaine pour développer ton choix de deuxième ronde qui, lui, va un jour être dans LNH, qui est un bon passeur, tu sais. J'en suis un exemple comme ça, là. Mais c'est ça. Si Brady Burns devient un bon joueur de Ligue américaine puis tu le repêches en 7e ronde, ben t'es content. Donc, je vois pas pourquoi ce gars-là serait pas repêché avec son talent offensif, là. Il a des gros skills, ce gars-là. Là.
quand je le regardais jouer cette année, j'avais de la misère à identifier si c'était un marqueur ou bien un fabricant de jeu. Tu sais, je trouvais qu'il était capable de faire des jeux vraiment spectaculaires au niveau des passes puis tout, puis capable de manipuler la boîte défensive. Mais c'est quand j'ai vu plusieurs matchs d'affilée qu'il laissait la rondelle à ses défenseurs, à ses ailiers, puis tout ce qu'il voulait, c'est marquer des buts. C'est un marqueur. Puis, tu sais, moi, je trouve que c'est un des bons dans la JMQ pour déjouer des défenseurs ou bref, son couvreur. Ses mains sont pas assez rapides, tout comme son tir. Dans le fond, son élan est pas assez rapide, là. C'est pas assez vif, pas assez sec. Mais il est vraiment efficace pour marquer des buts et pour déjouer les joueurs. Tu sais, il réussit quand même, malgré le fait que ses mains sont pas assez rapides, à le faire. Donc, tu sais, il a un très beau potentiel. Il adore le trafic, comme tu disais, JS. Même s'il est petit, il joue gros. Il joue dans des endroits tough. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? T'sais, moi, je peux le voir dans un rôle de profondeur en Ligue nationale de hockey. Si tout va bien, si son développement se fait à merveille, il pourrait peut-être se rendre. Alors, mettons, être bon dans... Est-ce qu'il est bon dans sa zone? Non, c'est pas un gars qui est super bon dans sa zone, mais ça se développe, pas de problème. Mais est-ce qu'il pourrait être un joueur de 4e ligne avec une petite des présents en avantage numérique? Oui. Est-ce que c'est un gars de la ligne américaine qui va t'aider à produire l'offensive et tout? Oui, ça pourrait arriver. Comme Maxime me dit, je pense que c'est très sous-estimé chez les recruteurs amateurs comme nous autres et chez les fans de hockey d'avoir un bon club école. C'est important d'avoir un bon club école que tu as toi-même repêché et développé. Donc, est-ce que je prendrais une chance avec lui en fin de repêchage? Oui. Même s'il mesure 5 et 11 puis il pèse 161 livres. Il est très petit. Mais bon, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec lui. Ça me surprend, Max, que tu n'aies pas sorti la bonne vieille caractéristique du il y a un nom de Ligue nationale, donc il va être repêché. Un Brady Burns, ça relook quand même là, pour un club qui le sélectionne en 6e, 7e ronde. Là. Ça relook pas pire. Je suis bien d'accord avec ça. Moi aussi, mais Seth Jarvis. Ouais, Seth Jarvis. Mais on salue plus le bon vieux Ozzy Wisblatt. Mais ouais, pas le même potentiel. Ouais, mais on va saluer le chum André en même temps. Le chum André, il va peut-être sortir dans un de nos épisodes du mock draft, qui sait. Mais, Pascal va c'est certain. Il y a un très très bon début de saison dans SHL, fait peut-être que oui. À suivre, à suivre. Messieurs, on va conclure notre épisode avec un joueur que je vais laisser Max débuter son évaluation sur ce joueur. Je vais essayer de bien le dire parce que c'est pas un nom très très facile. Quoique Elvis Merzlikins, je suis quand même assez capable de le dire. Mais on va y aller avec Jérémy Biakabutuka. Et c'est bien joué. Ouais, mais il y a des hésitations, mais écoutez, faut me pardonner. Il y a plus de consonnes que de voyelles dans son prénom, dans son nom de famille. Mais Max, Max, c'est un joueur des Foreurs de Val-d'Or. J'imagine que tu le connais assez bien. Donc, la parole est à toi. Jérémy Biakabutuka, c'est un gars qui a un potentiel vraiment intéressant pour un gars qui va sortir tard dans le repêchage. Et quand je parle de potentiel, je parle surtout de potentiel athlétique. C'est un homme, ce gars-là, pour son âge, là, à 6 pieds 4, au-dessus de 200 livres, je crois. C'est un gars que tu regardes les stats, il n'y a rien de reluisant. Là. C'est 18 points à sa deuxième saison cette année en 47 matchs. Il a été blessé. La saison d'avant, c'est 14 points en 65 matchs. C'est pour ça que je dis, il n'y a rien de reluisant dans ses statistiques. Par contre, tu regardes la shape de ce gars-là et il y a de quoi à faire. Des équipes qui repêchent des shapes en 5, 6, 7e ronde, il y en a. Est-ce que c'est une bonne stratégie à discuter? Mais de repêcher un athlète, de repêcher un gars avec un corps d'athlète, c'est quelque chose qui est encore prisé des équipes. Puis je pense qu'il y a des équipes pour qui ça marche. Êtes-vous des fans de football, les gars? Oui, un petit peu, mais pas autant que le hockey puis le baseball, disons. Là. L'oncle
l'oncle de Jérémy Biakabutuka, c'est Chimanga Tim Biakabutuka, qui est un ancien joueur de la NFL. Je pense quand même qu'il a eu une belle carrière. Il y a des beaux exploits. Là. Je ne les connais pas par cœur. Il faudrait que j'ouvre une page Wikipédia. Là. Mais son surnom, c'était Touchdown Tim, je crois. Puis voilà. Fait que il y a la génétique là, du sportif, là, de la grosse shape. Tu sais, un joueur de football, c'est rare, c'est petit, on s'entend. Là. Mais c'est ça. C'est pas le premier Québécois ou le seul Québécois. Ouais, En première ronde. C'est ça. Voilà. Merci, Pascal. Donc, voilà. C'est pas un gars que je toucherais en 3e, 4e ronde, 5e ronde, peut-être 5e, je sais pas. Mais 6, 7e ronde, je pense justement à cause de sa shape, à cause de son gabarit, à cause de son rôle. Cette année, son rôle va être intéressant à suivre avec les Foreurs parce que c'est un gars qui est très bon en contrôle de disque, qui doit apprendre à prendre des meilleures décisions, ça, c'est certain. Mais quand il va avoir le déclic, il va être capable de prendre ses décisions plus rapidement. Je pense qu'il peut être tout un défenseur dans la LHJMQ et peut-être même à un niveau supérieur. C'est un athlète, c'est un gars qui peut frapper, c'est un gars, comme j'ai dit, qui a un bon contrôle de rondelle, un bon coup de patin, quoique j'aimerais le voir plus explosif, une très belle mobilité, un bon tir, c'est un gars qui est capable je vais reprendre une expression de Pascal, de faire bouger la boîte. Jérémy Biakabutuka est très bon pour ça. Et c'est des habiletés. Tu regardes, tu mets tout ça ensemble, ça peut te donner un très bon corps arrière. Là, ça n'a pas débloqué pour le moment, mais j'ai confiance que ça va le faire. Cette année, avec la très bonne équipe des Foreurs, est-ce que je ne penserais pas qu'il va être sur la première vague de powerplay, mais je pense qu'il pourrait faire un bon travail sur la deuxième. Mais je pense que l'année prochaine, à 19 ans, Biakabutuka va être un très, très bon défenseur dans la GMQ. Je pense qu'il va y avoir un déclic qui va se faire à un certain moment donné dans son cas. Ça commence à presser. Cette année, est-ce que ça va se faire cette année avec un temps de jeu peut-être encore plus limité? Quoi qu'il va jouer top 4. Ça va être un défenseur top 4 des Foreurs cette année. Mais j'ai hâte de voir quand le déclic va se faire et je pense qu'il va se faire quand il va avoir une chance d'être un défenseur top 2, d'avoir du temps de jeu sur le premier powerplay. Mais le potentiel est là. Donc, en 6e, 7e ronde, je saute sur un gars comme ça. Là. Moi, ce joueur-là, comme tu as dit, je l'ai pas vu beaucoup, comparativement à toi qui a probablement vu tous ses matchs l'année passée. C'est un athlète. C'est vraiment un bon athlète. Et je pense qu'il va se faire repêcher cette année dans une équipe que le recruteur de la LHJMQ va être tombé en amour avec lui. Il va falloir qu'il y ait un bon pitch de vente pour qu'il se fasse repêcher à cause de sa fiche, justement, parce que, mettons si on prend le Canadien, okay? C'est un recruteur qui arrive, ouais, il est bon, tu sais, en 14 points, deux années de suite, tu sais, pourquoi il est bon? Ouais, tu es un gros bonhomme athlétique, tu sais, je pense pas que Trevor Timmons a confiance en ses recruteurs de la LHJMQ, donc je pense pas qu'il va se faire repêcher par le Canadien, mais Edmonton, Tampa Bay, des équipes comme ça qui adorent la LHJMQ, je pense qu'ils pourraient partir en fin de repêchage chez eux. Ouais, c'est un bon résumé que vous avez fait. C'est difficile d'être plus enthousiaste que Max sur ce joueur-là, là, mais c'est quand même un joueur que j'ai regardé un petit peu là, à cause que je savais qu'on allait parler dans l'émission. Là. C'est un joueur que je crois que cette année il va être important pour les Foreurs là, avec David Noël qui s'en va au niveau universitaire. Fait que je crois que ça va être un joueur qui va pouvoir prendre davantage de responsabilités puis qui va être capable de les prendre surtout. Puis comme les gars l'ont dit, je crois que c'est un joueur que tu peux risquer si tu as beaucoup de choix là, dans les 6-7e rondes. C'est un joueur que j'hésiterais pas du tout à prendre parce que c'est un homme et puis vraiment un potentiel intéressant, je pense. Un potentiel intéressant et un nom que plusieurs annonceurs vont devoir apprendre à répéter si jamais il se rend plus loin. Messieurs, un exercice très agréable avec vous encore une fois. Merci beaucoup, JS, de t'être joint à nous pour cet épisode. C'était très plaisant. J'espère aussi que tu as aimé l'expérience avec nous autres. Oui, merci beaucoup les gars. Merci pour l'invitation. C'était super fun. Yes. Puis pour ceux qui nous écoutent, on va se donner rendez-vous dans le prochain épisode parce que le prochain épisode, c'est notre mock draft pour le repêchage de la Ligue nationale qui va commencer avec le top 10 pour ensuite découler sur 2 autres épisodes pour la suite de notre mock draft de TSLH.